Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte à tous les niveaux. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau commercial, au niveau jeunesse et opportunités de travail, au niveau enseignement, infrastructure, sécurité alimentaire, abolition du trafic humain, sécurité, éradication du terrorisme. Et dans ce sens, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu depuis quelques jours son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, au palais Al-Ittihadiyya, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et le chef des renseignements Abbas Kamel. Le chef de l'État a loué les liens historiques liant les deux pays ainsi que la coopération bilatérale et les visions communes reliant les deux pays frères. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Sisi a accueilli le 4 octobre le président kényan Uhuru Kenyatta au palais Al-Ittihadiyya. Sisi a loué les forts liens historiques entre les deux pays ainsi que la coopération bilatérale et les visions communes reliant les deux pays frères. Le chef de l'État a signalé l'intention de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales et à consolider la coopération stratégique avec le Kenya dans les différents domaines. En ce qui concerne les relations bilatérales, le président a affirmé que l'Égypte tient à transmettre son expérience développementale au Kenya au domaine des grands projets nationaux, surtout au secteur de l'infrastructure, du logement, des services et des routes d'après les sociétés égyptiennes spécialisées. De son côté, le président Kenyatta a signalé l'appréciation de son pays des liens historiques bilatéraux, affirmant que son pays tient à évoluer la coopération avec l'Égypte et en recours aux sociétés égyptiennes concernées à l'infrastructure, à la lumière du plan national kényan du développement basé sur la santé, le logement à bon prix, la fabrication et la sécurité alimentaire. De même, M. Kenyatta a salué le rôle pionnier de l'Égypte afin de maintenir la paix et la sécurité tout en louant les positions égyptiennes visant à réaliser la stabilité à la Corne de l'Afrique et à l'Est africain. Ce qui a été clair au soutien égyptien continu pour résoudre les questions en suspens, en particulier au cours de sa présidence de l'Union africaine. Le porte-parole a ajouté que les nouveautés régionales d'intérêt commun ont été examinées, surtout celle du barrage de la Renaissance, où M. le président Sisi a mis l'accent sur l'importance de l'eau pour le peuple égyptien en tant qu'une affaire sécuritaire. L'Égypte insiste sur ses droits en eau à travers un accord légal qui assure des règles pour le remplissage et l'exploitation du barrage tout en préservant les intérêts communs de toutes les parties. Nous donner plus d'éclaircissements concernant l'étendue géopolitique inter-africain ou intra-africain. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amir, professeur et chercheur en géopolitique. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Cherif Amir, avant de passer en revue ensemble les modalités de profit, si on peut le dire, de l'étendue géopolitique intra-africain ou inter-africain, quels sont les principaux défis qui s'opposent à l'Afrique en général au niveau géopolitique? Bien sûr, le premier défi, c'est les guerres civiles. Les combats qui se déroulent dans plusieurs pays, surtout ce qu'on a vu au sud du Soudan, qui a eu beaucoup de difficultés à passer par la phase de la paix. Pareil, il y a aussi le cas libyen, c'est une guerre civile et malheureusement, il y a des éléments étrangers comme la Turquie et le Qatar qui enflamment cette situation. Aussi dans le Soudan lui-même, pas le sud du Soudan, il y a des tribus et des conflits entre ces factions. C'est partout en Afrique. Alors, ça c'est le premier défi. Mais avant de le terminer, il faut signaler qu'il y a toujours un espoir parce qu'on a vu qu'avec la médiation égyptienne, et le déplacement du président Salva Kiir du sud du Soudan vers le Caire, la médiation du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a envoyé à plusieurs reprises le général
Abbas Kamel, le chef de notre renseignement pour Djouba, on a pu signer un accord de paix entre tous les parties rivales. Donc il y a un espoir. Et pareil, on a fait avec le Soudan et on travaille aussi sur le cas libyen. Le deuxième défi, c'est bien sûr ce que le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné pendant la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, c'est la croissance économique. C'est quelque chose de crucial pour l'Afrique parce que nous savons tous que les portes d'immigration pour l'Europe sont fermées. La jeunesse africaine est condamnée à travailler sur son pays, sur leur terrain. Ils n'ont pas le choix. Et c'était pour cela que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré à plusieurs reprises les sommets, ou plutôt les conférences de jeunesse, et jeunesse africaine, parce qu'il fallait travailler pour donner la notion de patriotisme à la jeunesse africaine, qu'il faut œuvrer et travailler et construire leur pays. Le troisième défi qu'on peut mentionner, c'est bien sûr le défi médical et qu'on a vu malheureusement l'Afrique a été frappée par l'Ebola, par les famines, par beaucoup de... et c'est toujours la question de santé et question éducation, les deux sont parallèles, on ne peut pas les diviser. Donc je crois que ces trois défis sont essentiels. L'Égypte a travaillé ardemment sur ces trois projets et je crois qu'il faudra une décennie pour voir les résultats parce que c'est une œuvre très importante. En d'autres termes, comment peut-on profiter par contre de l'étendue et de l'horizon géopolitique en Afrique? Comment peut-on établir un meilleur commerce? Comment peut-on établir de meilleurs accords sécuritaires? Comment peut-on profiter de l'étendue géopolitique de manière à mieux lutter contre le trafic humain et le terrorisme? Alors là, c'est une excellente question parce que toujours en Afrique, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il y a le problème, mais c'est toujours la solution qui existe dedans. S'il y avait de la famine et de la pauvreté en Afrique, mais l'Afrique a une richesse d'agriculture remarquable. L'Europe dépend sur les fruits de l'Afrique, sur l'agriculture, l'irrigation, les projets, tout ça, le Nil, on a toutes les ressources naturelles qu'on peut utiliser pour ne pas tomber dans les pièges des famines comme d'autres pays. Alors je crois que déjà, ça, économiquement, ça existe. Bien sûr, il y a aussi le lien entre les pays africains qui existe sur les questions économiques, l'échange entre les pays du Sahel, les échanges entre les pays du Nord-Afrique, mais c'est toujours les problèmes qui existaient, les problèmes politiques et géopolitiques entre les leaders des tribus ou les chefs d'État qui existaient sur les années 80 et c'était toujours malheureusement à cause de l'ingérence extérieure, le colonialisme, la division entre les factions tribales, politiques, mais la coopération existait déjà. Et je me souviens très bien que une des chefs d'œuvre du président Abdel Fattah el-Sisi, qui était président de l'Union africaine, c'est qu'il a inauguré ou a créé un conseil d'échange économique entre les pays africains. Bien sûr, c'était une étape préliminaire, mais c'est à l'instar de l'Union économique, d'échange économique de l'Union européenne, qui a donné naissance à l'Union européenne. Donc le modèle a été pour la première fois établi. On sait qu'on est même assez loin, il faut être très clair sur ça, pour avoir une monnaie unique, un marché unique, mais déjà il y a une vision, parce que n'oublions pas que la technologie, l'Internet, maintenant, elle aide énormément à faire ces échanges d'une façon très rapide. Le troisième point que vous avez soulevé, c'est très important, la coopération sécuritaire. On voit que le terrorisme a frappé le continent africain, que ce soit au Cameroun, au Nigeria, par Boko Haram,
Al-Shabaab en Somalie, Al-Qaïda au Mali, les factions bien sûr terroristes financées par la Turquie et le Qatar en Libye. Le Soudan lui-même a été victime de beaucoup de problèmes sécuritaires. Donc, et bien sûr, n'oublions pas l'Égypte qui est maintenant le pays modèle dans le combat du terrorisme sur tous les niveaux. Donc, la coopération, elle est existentielle. C'est-à-dire, si on ne va pas le faire, on va toujours souffrir l'un de l'autre. Comment? Regardez, pourquoi l'Égypte est préoccupée de la situation en Libye. Ce n'est pas une question d'ingérence, mais c'est une question de sécurité nationale, comme le président du Sisi l'avait expliqué. La ligne rouge qu'on a décidé de dessiner contre Sark el-Jafra, ce n'était pas par une ingérence, mais c'est une question de souveraineté égyptienne, d'intégrité et sécurité internationale, parce que nous tous en Afrique, on est liés ensemble. Tous les pays sont liés. Même on est au sud de la Méditerranée. Et on dit souvent qu'il y aura une explosion en Libye, un jour, c'est l'Europe qui va payer le prix avec les réfugiés, le terrorisme. Donc le lien existe, le réseau existe. Et je crois que l'Égypte a fait un effort énorme à expliquer au monde entier qu'il faut aider l'Afrique, il faut aider les pays africains à combattre le terrorisme, parce que le réseau est le même, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou en Afrique. Et regardez, par exemple, un pays comme la Turquie, le régime turc dictatorial d'Erdogan, ils ont construit une base militaire en Somalie. Un pays très pauvre qui a besoin des hôpitaux, pas des centres d'armement, mais des hôpitaux, des écoles. Pourquoi détruire ces pays? Et au même moment, en parallèle, l'Égypte a construit un centre médical gigantesque à Djouba, au sud du Soudan. Regardez l'attitude de deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui travaille pour le développement, pour créer un centre médical dans un pays qui a besoin, et un autre, c'est Erdogan, le dictateur turc, qui créait des centres militaires pour détruire et tuer. Donc, je crois pour le monde entier, c'est clair. L'initiative de la paix de l'Égypte et de la sécurité et l'intégrité, elle est défendue et c'est une bonne cause. Et je crois que maintenant, les leaders européens, nos partenaires, ils ont compris que l'Afrique est une base arrière pour leur sécurité et qu'ils ont un allié et qu'ils ont un ami, c'est l'Égypte, qui travaille honnêtement, pas avec le chantage des réfugiés comme la Turquie, qui travaille honnêtement pour leur dire l'Afrique stable, l'Afrique prospère, c'est bien pour vous et pour nous. Docteur Cherif Amir, un des problèmes majeurs de l'Afrique, c'est l'eau. Notamment pour les pays de l'aval. Et finalement, où en sommes-nous quant à cette crise par laquelle les pays du bassin du Nil sont concernés, notamment à cause de la construction du barrage de la Renaissance? Bien évidemment, la question du barrage de Renaissance, l'Égypte a montré au monde entier l'exemple du long trajet de négociation. On a vu à plusieurs reprises des appels de droite à gauche à dire qu'il faut agir militairement et qu'il y aura une solution militaire. Moi, je n'étais pas un partisan moi-même en tant que chercheur pour cette idée. Le président Abdel Fattah el-Sisi lui-même l'a confirmé au peuple égyptien qu'on ne va pas résoudre un problème avec un pays qu'on a des liens avec, comme l'Éthiopie, d'une telle façon. Il faut prendre le temps, il faut attendre les résultats. Je crois que peut-être un jour, si le système là-bas à Addis Abeba va changer, il y aura un autre leadership qui va agir mieux que ça. Le président Abdel Fattah el-Sisi parlait souvent du peuple éthiopien. Il le regardait d'un bon œil, il l'appelait nos frères, et ils sont nos frères, ils sont ici en Égypte, ils vivent en paix, non pas comme réfugiés, non pas du tout, mais comme en statut égal comme Égyptiens. Donc il y a des liens, et on a montré au monde entier que jamais la géopolitique
peut intervenir et créer un bain de sang ou un conflit militaire entre les amis et entre les frères. Alors, je crois qu'on a donné un exemple pour la diplomatie. À l'heure actuelle, il n'y a pas de solutions pour la question du barrage de Renaissance, mais on n'a pas perdu l'espoir. Et je crois que les décideurs et le président Abdel Fattah el-Sisi, la diplomatie égyptienne, n'a pas perdu l'espoir. Bien sûr, il y a des manœuvres. Bien sûr, on est déçu par l'attitude des leaders en Éthiopie, mais on ne va jamais perdre l'espoir parce qu'on est condamnés tous sur le même destin, le Nil. Le Nil est une source pour tous les pays africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a précisé à plusieurs reprises on n'est pas contre le développement économique de nos frères en Éthiopie. Jamais on sera contre. Au contraire, on a demandé de travailler avec eux sur des projets d'électricité et projets d'agriculture. On ne va jamais être, parce qu'il y a certainement de la propagande d'Al Jazeera et d'autres qui propagent des mensonges comme quoi l'Égypte ne veut pas le développement des pays africains. C'est un mensonge, au contraire. Le leadership en Égypte encourage chaque pays africain à travailler économiquement et qu'on peut les aider. Et on a donné les exemples. Mais je crois que malheureusement, la politique, il y a certains en Addis Abeba qui préfèrent gagner du temps et manœuvrer pour des gains politiques à l'intérieur de leur pays. Peut-être, c'est leur affaire interne. Mais je crois que la question de la souveraineté, c'est une question de souveraineté et sécurité nationale égyptienne, ne va jamais être touchée, et aussi l'amitié et la fraternité ne vont pas être touchées. En étant toujours sur ce point de géopolitique, dans quelle mesure, géopolitiquement parlant, la crise libyenne est susceptible d'affecter les pays du voisinage? Écoutez, le moment où il y a un corps extérieur, lorsque je parle d'un corps extérieur, c'est-à-dire les mercenaires, le moment où il y a des mercenaires qui sont introduits par un régime dictatorial, un pays voyou ou un régime voyou comme le régime turc, qui intervient et qui, devant le monde et devant les caméras, devant vous les médias, ils font le débarquement des mercenaires comme si c'était leur territoire du sultanat, je crois que le danger est pour tous. La Tunisie est en danger, l'Algérie est en danger, le Soudan est en danger, l'Égypte est en danger, le Tchad, partout, et même le bassin méditerranéen. Parce que qu'est-ce que les mercenaires syriens font sur le territoire libyen? Je crois que M. Sarraj a compris le message, mais très tardivement, mais il a compris quand même que ça ne va pas aider sa popularité. S'il voulait être un patriote, eh bien, mais c'est un peu tard. Mais je crois qu'il a compris maintenant qu'il a beaucoup perdu lorsqu'il a appelé les mercenaires syriens d'arriver et il a salué tous les actes de vengeance et de destruction faits par Erdogan. Je crois que maintenant, tout est clair maintenant, que l'Égypte n'a pas utilisé l'armement. On a dit on est prêt. Et tous les médias parlaient que l'armée égyptienne était prête. Et c'est vrai, on est prêt. Mais la doctrine militaire égyptienne, elle est très noble. Bien sûr, c'est une doctrine très noble, humanitaire. Comment? On dit on est là pour défendre notre territoire. Et lorsqu'on décide de prendre une action militaire, c'est la dernière carte. Parce qu'on veut vivre en paix, en stabilité. La guerre n'est pas un bon choix. Mais lorsque c'est forcé, on n'a pas le choix. Donc, je crois que M. Sarraj l'a compris, que Erdogan l'a mené sur un mauvais champ. Et je crois aussi que la Turquie, maintenant, qui essaye de créer un autre problème en Arménie et Azerbaïdjan, c'est la même méthode devant le monde qui est en train de saboter la géopolitique, qui est en train d'enflammer le monde entier avec le terrorisme. Je plains le peuple turc qui est sous l'oppression, qui est sous la dictature, parce qu'il mérite un leadership mieux que Erdogan, qui malheureusement essaye d'enflammer la Libye pour des gains politiques et pour des gains économiques. Il va perdre, je vous assure, par l'œil d'un expert, il va perdre, il ne va rien gagner.
Mais le président Abdel Fattah el-Sisi était le partenaire honnête, solide, fort, qui a dit un seul mot, il y aura une ligne rouge devant la communauté internationale. Il l'a répété devant les Nations Unies, il ne l'a pas caché, il a dit devant tout le monde, et jamais cette ligne rouge va être transigée. On a tout le droit international de notre côté pour agir immédiatement. Je crois que le message est très clair et c'est un message très honnête. Docteur Cherif Amir, les pays africains aspirent à la création d'un marché africain commun, d'une devise africaine commune, d'un passeport africain commun. Où en sommes-nous quant à la réalisation de ce rêve, de ce souhait? Bien sûr, je vous ai dit que on est assez loin de ça pour l'instant. Mais déjà, l'idée est une bonne base. Pourquoi? Parce que je crois que les changements géopolitiques en Europe vont pousser beaucoup à penser que l'Afrique va être un territoire économique d'investissement. Regardez maintenant, il y a les Chinois qui ont débarqué en Afrique, il y a les Russes, et bien sûr les Européens ne sont pas contents de voir tout ça. Alors, des pays comme le Gabon par exemple, riche en pétrole, le Nigeria, le Cameroun pour l'agriculture, je crois que s'il y aura un jour un projet d'union de commerce, ça va faciliter l'investissement. C'est une très bonne idée. Pour avoir un passeport ou comme le Schengen en Europe, à l'instar du Schengen, je crois que ça va prendre du temps parce qu'il faut résoudre d'abord les questions du terrorisme. Parce que déjà Schengen, avec ce qui se passait avec le terrorisme, l'Europol a dû prendre des mesures pour contrôler la traversée de certains terroristes entre la Belgique et la France, par exemple. Alors, je crois que ça sera la même chose en Afrique. Donc, il faut être un peu patient sur cette question. Mais pour la monnaie unie, pourquoi pas ne pas commencer par quelques pays 3-4 pays, par exemple, qui sont forts politiquement et économiquement, pourquoi pas ne pas créer une monnaie unique. Déjà, on a l'Afrique du Sud qui est membre du BRICS, avec l'Inde, la Chine, le Brésil et la Russie. Pourquoi pas, on ne peut pas créer quelque chose pareil en Afrique, un lien qui va être très solide entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, deux pays très forts en économie, avec le Nigeria au milieu, avec Kenya, le président kenyan qui était aujourd'hui au Caire. Pourquoi ne pas créer ces liens? Déjà, il y a les pays arabes au nord de l'Afrique, on peut avoir cette entente. Alors, la question du monnaie unique, c'est une décision qui revient déjà aux décideurs, des leaders politiques. Mais les questions de passeport, je crois que c'est une question sécuritaire. Il faut attendre un peu avant que la question de terrorisme soit résolue. Un des dossiers très importants, docteur Cherif Amir, c'est l'immigration clandestine. Cependant, les leaders africains tentent de mettre terme à cette vague en prêtant attention à la jeunesse, en les écoutant, que ce soit à travers des plateformes internationales comme les conférences internationales, que ce soit à travers l'éducation, l'évolution et le développement de l'éducation. À votre avis, est-ce qu'il y a une amélioration dans ce sens? Bien sûr, et c'est grâce à l'Égypte, je vous le dis tout clairement. C'est pas parce que c'est pas par patriotisme, c'est aussi par réalité sur le terrain. Grâce aux efforts que l'Égypte avait établis en partenariat avec nos amis en Europe pour arrêter l'immigration clandestine, la situation en Europe aurait été encore pire encore. Et je crois aussi nos amis en Italie, ils ont apprécié ce que l'Égypte avait fait, parce que ce que Erdogan a fait par le chantage de demander 4 milliards d'euros, sinon il va offrir les frontières pour les Syriens à envahir l'Europe, et après en Libye aussi sur les réfugiés africains, il a menacé de faire la même chose. Je crois que l'Égypte a été présente en Méditerranée. C'est pour cela Erdogan est très
irrités parce que la présence des navires de guerre égyptiens, des bâtiments de guerre égyptiens au sein de la Méditerranée, au milieu de la Méditerranée, montre que le trafic et l'organisation criminelle de trafic des émigrés clandestins va arrêter. On a établi cette règle en Méditerranée et je crois que nos amis européens l'ont apprécié, ils l'ont compris et ils ont compris que le président Abdel Fattah el-Sisi est le partenaire fiable, honnête, qui ne fait pas le chantage et qui appelle les choses par leur qualité, c'est-à-dire ça c'est un problème, il faut le résoudre, sinon on va tous payer le prix. On a vu comment les émigrés africains, les bateaux coulés au sein de Méditerranée, commandent par des dizaines chaque jour, comme c'est une nouvelle mondaine comme ça, on l'entend chaque jour dans les infos. Mais non, il fallait arrêter cela. Et je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, lorsqu'il a inauguré aussi les conférences de jeunesse africaine, il leur disait, et d'ailleurs, l'Égypte a invité aussi la jeunesse éthiopienne qui était présente, et ils ont eu des certificats de préparation pour le leadership, c'est-à-dire on n'a pas négligé l'Éthiopie. Et je ferme le parenthèse, et là je vous le dis, qu'on a dit à nos frères en Afrique, écoutez, l'Afrique a besoin de vous. La jeunesse africaine doit travailler en Afrique. Et bien sûr, ça va être une pression pour avoir une nouvelle génération politique, de leaders politiques en Afrique, parce que la corruption doit être arrêtée dans certains pays, beaucoup de pays africains, pour que ces jeunes puissent travailler, trouver leur avenir. Les portes sont fermées en Europe. L'Europe n'a plus la possibilité d'accueillir des émigrés. L'extrême droite ou la droite en Europe est en train de gagner toutes les élections maintenant. Je crois que le message est clair, encore une fois. L'Égypte a établi la base pour que l'immigration clandestine arrête et que la jeunesse africaine commence à s'intéresser à leur propre avenir sur leur propre pays. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur et chercheur de géopolitique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a accueilli le 4 octobre le président kenyan Uhuru Kenyatta au palais Al-Ittihadiyya. Le président al-Sisi a loué les forts liens historiques entre les deux pays, ainsi que la coopération bilatérale et les visions communes reliant les deux pays frères. Le chef de l'État a signalé l'intention de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales et à consolider la coopération stratégique avec le Kenya dans les différents domaines. En ce qui concerne les relations bilatérales, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte tenait à transmettre son expérience en matière de développement au Kenya, au domaine des grands projets nationaux, surtout au secteur de l'infrastructure, du logement, des services et des routes, d'après les sociétés égyptiennes. Et dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Kenya, un entretien a eu lieu entre le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Saïd Al-Qusir, et le président de l'Assemblée nationale kenyane, Justin Muturi. Il s'agit du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine agricole. L'Égypte et le Kenya cherchent à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine agricole et l'Égypte, gouvernement et peuple, soutiennent le Kenya et son gouvernement dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de conforter la coopération et de renforcer, de consolider la coopération et de renforcer les relations avec les pays du continent noir. Plus d'informations dans ce compte rendu de Sali Hamed et Arashouch. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Kenya, un entretien a eu lieu entre le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Saïd Al-Qusir, et le président de l'Assemblée nationale kenyane, Justin Muturi. Il s'agit du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine agricole. L'Égypte, gouvernement et peuple, soutient le Kenya et son gouvernement dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de conforter la coopération et de renforcer les relations avec les pays du continent, a affirmé M. Al-Qusir.
L'Égypte est l'un des pays pionniers pour le continent africain, a dit le responsable kényan, soulignant que son pays aspirait à coopérer avec l'État égyptien dans tous les domaines, notamment l'agriculture. M. Al-Qusseir et le président de l'Assemblée nationale kenyane ont discuté également de la réactivation des mémorandums d'entente conclus entre les deux pays, notamment la mise sur place des fermes communes typiques pour la production de maïs et de riz et de soya, outre la hausse des échanges commerciaux, des récoltes agricoles et de la production animale entre les deux pays. La coopération dans le domaine de la richesse animale et de la médecine vétérinaire, ainsi que la contribution de l'Égypte dans la modernisation des abattoirs au Kenya, et les moyens de tirer profit des vaccins vétérinaires produits par l'Égypte à l'appui du domaine de la médecine vétérinaire au Kenya ont été au menu des discussions. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les lois régissant nos pays africains et concernant les possibilités de l'échange à la lumière des lois abolissant la corruption et mettant terme à la corruption, aux lois abolissant le terrorisme et autres, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Khaled Abdelrahman, professeur de droit international. Dr Khaled Abdelrahman, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Khaled Abdelrahman, l'Égypte ainsi que plusieurs pays africains ont ratifié un accord pour lutter contre la corruption en Afrique. Cependant, nos pays respectifs ont des lois différentes. Dans quelle mesure les lois africaines sont susceptibles de contrôler la corruption en général en Afrique? Premièrement, un accord entre plusieurs pays doit être ratifié par les parlements de chaque pays. Alors, ça devient systématiquement une loi interne. Alors, de manière ou d'une autre, tous les pays seront obligés, après cette ratification, de respecter les normes qui ont été mises par cet accord international entre les pays africains. Alors, c'est pour ça qu'un accord pareil, c'est bien parce que ça va avancer toutes les procédures nécessaires pour lutter contre la corruption. Docteur Khaled Abdelrahman, le litige concernant le barrage de la Renaissance et la question de l'eau, dans quelle mesure le droit international et les lois sont susceptibles de résoudre ce problème par la voie des négociations? Bien sûr, les négociations n'ont pas jusqu'à maintenant à des solutions fiables parce qu'il y a quand même une certaine position éthiopienne qui n'est pas satisfaisante pour l'Égypte et pour le Soudan aussi. Et on essaie à plusieurs reprises de reprendre les négociations. L'Égypte a choisi la voie diplomatique, pas autre choix. Mais ça va avancer, ça veut dire on essaie de négocier directement ou bien à travers un intermédiaire international. Il y a eu à certaines périodes la Banque mondiale qui a fait des études concernant ce barrage. Il y a les États-Unis récemment qui a fait des efforts pour arriver à un accord entre les deux pays. Je pense qu'il faut insister sur la voie diplomatique, négocier tout le temps pour arriver à certains moments à un accord fiable, accepté par toutes les parties. À partir de la perspective droit international, dans quelle mesure la situation en Libye enfreint au droit international? Concernant le barrage, vous parlez du barrage? La question libyenne, le conflit et les litiges internes en Libye. Bon, il y a plusieurs accords qui ont été faits. Par exemple, on a l'accord de Berlin qui a mentionné certaines mesures pour éviter que ça se dégrade de la situation libyenne. Elle n'a pas été respectée quand même, les mesures prises par l'accord de Berlin. Maintenant, on sait qu'il y a des négociations en Égypte, il y a les 2 dernières journées là, et il faut négocier tout le temps et pour arriver. Bien sûr, c'est un jeu très compliqué, ce qui se passe en Libye. Il y a les Russes, les Américains, il y a l'Égypte qui a des intérêts stratégiques à ce qu'il n'y a pas des terroristes, par exemple, à côté. Il n'y a que ça. C'est pour plusieurs pays. Alors, c'est très compliqué, ça prend du temps. Ça va aboutir à certains moments, ça va
se régler. Maintenant, ils parlent de mettre une nouvelle constitution libyenne. Ils parlent entre deux idées, ou bien élaborer une nouvelle constitution, ou bien modifier la constitution actuelle. Et les négociations continuent, on verra bien, mais ça va aboutir nécessairement, et ça doit terminer comme ça, à une solution. Je pense que ça va arriver très prochainement. Docteur Khaled Abdelrahman, vous êtes professeur de droit international. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tranchant avec les années précédentes qui leur faisaient choisir un seul candidat pour s'assurer de la victoire, les États africains n'avaient pas réussi cette année à s'entendre. Il a félicité son homologue lors de l'élection du Kenya d'occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période de 2021-2022, tout en exprimant sa pleine confiance à la capacité kenyane à représenter le continent africain parfaitement en tant qu'une voix défendant les causes africaines à l'ONU. Il faut dire que tous les candidats doivent obtenir le soutien de plus de 2/3 de l'Assemblée générale, soit 128 votes pour être élus. Ni le Kenya ni Djibouti n'y sont parvenus lors du premier tour de scrutin le 17 juin. Nairobi a obtenu 129 votes contre 113 au premier tour et Djibouti 62 contre 78 au premier tour. Sur les 193 membres des Nations Unies, 191 ont déposé un bulletin valide dans l'urne. Plus d'informations dans ce compte rendu. Tranchant avec les années précédentes qui leur faisaient choisir un seul candidat pour s'assurer la victoire, les États africains n'avaient pas réussi cette année à s'entendre. Il a félicité son homologue lors de l'élection de Kenya d'occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période de 2021-2022, tout en exprimant sa pleine confiance à la capacité kenyane à représenter le continent africain parfaitement en tant qu'une voix défendant les causes africaines à l'ONU. Tous les candidats doivent obtenir le soutien de plus des 2/3 de l'Assemblée générale, soit 128 votes pour être élus. Ni le Kenya ni Djibouti n'y sont parvenus lors du premier tour du scrutin le 17 juin. Nairobi a obtenu 129 votes contre 113 au premier tour et Djibouti 62 contre 78. Sur les 193 membres des Nations Unies, 191 ont déposé un bulletin valide. Durant sa campagne, Nairobi s'est targué d'avoir le soutien de l'Union africaine, mais Djibouti avait jugé être prioritaire en vertu d'un principe de rotation, le Kenya ayant siégé au Conseil un plus grand nombre de fois. Un vote pour le Kenya est un vote pour la paix, pour la solidarité mondiale et pour le multilatéralisme, avait martelé le 17 juin Uhuru Kenyatta, le chef de l'État kényan, pour défendre la candidature de son pays. Il a notamment mis en avant, apporte un communiqué de la présidence, la longue histoire du Kenya en matière de contribution de troupes aux interventions de maintien de la paix. Après sa victoire, le Kenya a de nouveau assuré qu'il s'efforcera de consolider et d'exprimer la position de l'Afrique au Conseil de sécurité. L'Union africaine n'en attend pas moins. L'organisation se réjouit du leadership du Kenya et de sa contribution au groupe africain A3. Le continent dispose aujourd'hui de 3 sièges au Conseil. Les autres sont actuellement occupés par la Tunisie et le Niger. Dans la défense des positions africaines pendant son mandat, a fait savoir le président de la commission de l'UA, Moussa Mohamed Faki. Dès le premier tour, l'Assemblée générale de l'ONU avait élu l'Inde, le Mexique, la Norvège et l'Irlande pour les 4 autres sièges du Conseil qui étaient à pourvoir. Le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont 5 permanents, qui disposent d'un droit de veto et 10 non permanents renouvelés par moitié tous les ans. Depuis des années, les pays africains réclament un siège permanent.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant nos échanges avec le Kenya, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Gaffar, analyste politique. Dr Raouf Gaffar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Dr Raouf Gaffar, quels sont les points forts de nos échanges avec le Kenya? Premièrement, le Kenya a un emplacement très stratégique. C'est-à-dire, ils sont des voisins avec la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan. Et ça donne une importance stratégique, une grande importance stratégique au Kenya. La seconde chose, c'est que le Kenya fait partie du bassin du Nil. Donc, encore une fois, c'est une chose importante pour l'Égypte de toujours, disons, échanger les idées, etc., et coordonner sur le plan stratégie et distribution des eaux du Nil. Sur le plan échange, troisième lieu, certainement les relations politiques sont excellentes. Échange, on parle premièrement d'échange, disons, de transfert de technologie, transfert d'expérience égyptienne au Kenya. Il y a beaucoup d'entreprises égyptiennes qui réalisent des projets, particulièrement sur le plan infrastructure au Kenya. Il y a une délégation du ministère d'Irrigation qui s'occupe de tous les barrages et tous les travaux qui sont construits sur la rivière, bien sûr le fleuve, c'est-à-dire le Nil. Et il y a beaucoup d'échanges sur le plan économique. Malheureusement, ce n'est pas au niveau que nous tous nous aspirons. C'était juste peut-être il y a 3-4 ans de ça, presque un demi-milliard de dollars. Ça augmente de jour à jour. Mais en principe, sur tous les domaines, ça s'améliore et ça va devenir de plus en plus grand. Encore une fois, nous faisons partie de la COMESA, donc nous échangeons, il y a beaucoup d'accords, passage, trafic, passage franc, etc., qui aident à augmenter les échanges économiques. La dernière chose qu'on doit mentionner, c'est que le Kenya a été élu comme membre non permanent dans le Conseil de sécurité pour l'année prochaine, 21-22, et ça donne une importance stratégique au Kenya qui va représenter le continent africain et qui va s'en occuper de tous les défis qui se présentent pour l'Afrique dans l'année qui va venir. Il y a un accord concernant l'infrastructure, concernant le logement, concernant l'agriculture. Dans quelle mesure nos échanges sont vraiment présents dans ce sens? Je viens de dire que oui, il y a plusieurs grandes sociétés d'entreprises égyptiennes qui réalisent des projets et qui exécutent des projets au Kenya. Et je veux dire des réseaux routiers d'un côté, il y a des barrages de l'autre, il y a des constructions sur le Nil au 15e lieu, et il y a des échanges sur le plan technologie et expérience. L'Égypte a beaucoup d'expérience et nous sommes prêts à l'échanger avec nos pays, nos amis en Afrique, et le Kenya c'est un des grands amis. Depuis 50 ans, nous avons des relations historiques qui ont commencé dès l'indépendance dans les années 50 et ça a continué. Donc ça c'est encore un domaine encore on échange nos points de vue et nos expériences sur le plan
restauration de la sécurité et de la stabilité dans la région. Comme je viens de dire, étant donné qu'ils sont des voisins avec l'Éthiopie d'un côté et la Somalie de l'autre, donc ils jouent un rôle, avec le Soudan encore, ils jouent un rôle dans la stabilité de la région. Et ils échangent pas mal d'expériences avec l'Égypte dans ce domaine. Donc nous travaillons sur tous les niveaux et dans tous les domaines avec le Kenya. Et comme je viens de dire, ça va augmenter jusqu'à ce que nous arrivons au niveau que nous tous aspirons. Le Kenya a réussi d'occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Quelle est l'importance d'une telle étape et dans quelle mesure l'Afrique pourrait profiter de la présence du Kenya dans ce siège pour la période 2021-2022? C'est-à-dire occuper un siège dans l'ONU particulièrement et dans le Conseil de sécurité spécialement, c'est très important. Parce que ça veut dire que, premièrement, représentant le continent africain certainement, nous sommes présents sur tous les événements importants qui arrivent dans tout le monde. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, c'est que la voix de l'Afrique est là-bas. Donc, si jamais on a quelque chose à nous exprimer, une information qu'on veut délivrer, n'importe quel événement ou crise ou n'importe quoi qu'on veut discuter sur le plan international, nous avons une voie ouverte pour l'année prochaine pour justement faire arriver tout ce que nous voulons sur le plan international. Et ça, c'est important parce que nous savons tous que le Conseil de sécurité, c'est la division la plus importante des Nations Unies et par conséquent, elle joue un très grand rôle sur toutes les crises mondiales et pour la stabilité, sécurité et paix. Et elle discute tous les problèmes mondiaux. Donc, une voix africaine là-dedans est importante pour justement nous faire entendre dans cette institution internationale. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes professeur, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte. C'est un attendu stratégique, une voie pour davantage de coopération, pour un échange intra-africain, pour des accords, pour un épanouissement africain. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.